choisi, voulu, planifié, on va dire ainsi. Alors que dans le cas, dans l'autre cas d'espèce, on a une immigration qui est clandestine, des jeunes, des hommes, des femmes qui choisissent de partir, mais pas des couloirs qui ne sont pas forcément des couloirs légaux. 90% des gens qui immigrent par le biais de ces entreprises d'esclavagisme modernes qui s'appellent des entreprises d'immigration, immigrent dans des conditions illégales. Il ne faut pas croire qu'ils immigrent dans des conditions légales. C'est des gens qui s'en vont avec des visas de touristes ou de tourisme et qui arrivent là-bas, ou des visas d'étudiants alors qu'ils ne vont pas faire des études, ils ne les font pas ici, etc. C'est dans ce créneau-là que le prosélytisme se développe. Vous savez, quand vous avez été offusqué de ce qui s'est passé, je ne sais pas, dans les pays du Golfe Persique, je ne sais pas si c'était à Dubaï, où on fait manger des excréments à des gens. Ça s'appelle le porti-porta. Voilà. Mais ces gens sont partis là-bas dans le cadre d'un contrat de travail. On leur fait des contrats de travail, on leur fait croire qu'ils vont aller là-bas s'occuper. Est-ce que c'est le même cas de figure? Est-ce que c'est la même configuration que ceux-là qui se sont tabassés, humiliés? C'est des variantes. C'est des variantes. C'est-à-dire que ça vous montre l'étendue du problème et tous les aspects divers de ce problème. Vous avez une immigration illégitime qu'on habille sous des formes quasi modernes et légales. Vous savez, les prosénètes qui font émigrer des gens, ils ne disent pas qu'ils font du prosélytisme. Pourtant, quand les personnes qu'on a fait immigrer ou qu'on a fait immigrer arrivent à destination, c'est là que le piège se referme sur ces personnes. Et il y a des milliers et des milliers de personnes. D'accord, ça semble. Avant qu'on arrive au scandale qui a semblé réveiller tout le monde, vous ne pouvez pas imaginer combien de filles sont parties dans ces pays-là, dans ces conditions. D'accord. Maintenant, vous avez la fausse immigration d'enseignement ou d'études qui est faite ici par des gens eux-mêmes volontaires qui partent comme s'ils s'en vont faire des études, ils obtiennent des visas dans des universités qu'ils ne fréquenteront jamais. Tout ça rentre dans ce que Cyriaque vient d'évoquer, le mirage. Le mirage, on croit que c'est là-bas qu'on peut mieux faire sa vie. Et la question du mirage est à prendre au sérieux. Parce que on voit qu'au nom de ce mirage, les gens font des sacrifices qui en eux-mêmes sont suffisamment importants pour être un fonds de commerce, pour se promouvoir, pour développer une activité ici. Quand vous mettez 3, 4, 5 millions de francs pour vous trouver un visa, un faux visa d'étudiant pour aller en France, 3, 4 millions de francs, c'est ce qu'il faut pour avoir 2 ou 3 hectares de produits vivriers, tomates, je ne sais pas quoi, et gagner son pain quotidien chaque année. Donc les gens sont sous-informés des opportunités que les pays offrent. Et là, c'est à faute du gouvernement. Parce que le gouvernement ne communique pas assez sur les efforts qu'il fait en matière de promotion, d'emploi jeune, de réinsertion, etc. Il y a énormément de programmes. Le dire n'est pas supporter le gouvernement. Le dire, c'est même dire au gouvernement, vous faites des choses que vous n'arrivez pas à présenter aux gens pour que les gens aient les informations nécessaires pour croire qu'ils peuvent faire leur vie ici et non forcément ailleurs. Brice, comment faire pour justement inverser la tendance pour qu'on n'arrive plus à des situations comme celle qu'on a vécue ce week-end à Melilla, où des Africains sont humiliés, bastonnés, morts même, on continue à leur infliger des sévices, blessés, on continue à leur taper dessus. Comment faire pour éviter de pareilles situations? Déjà, vous étiez en train de dire que le silence des gouvernements africains peut être considéré comme complice de pareilles scènes. Oui, justement. Mais avant d'arriver d'abord dans le cas des solutions, comme vous proposez, je voudrais d'abord apporter quelques éléments de plus
sur ce que le représentant du RDPC a dit sur ce plateau. Vous voyez, il a un peu évoqué le volet économique de la chose. Il s'attaque là sur l'immigration économique parce qu'il y a des immigrants économiques et des immigrants politiques. C'est un peu comme ça, comme en Europe, ils ont essayé de les structurer. Cependant, il faut comprendre, M. Moutomé, si je laisse ça passer, c'est pas bon. Moi, je suis déclarant en douane depuis 2016. J'enseigne les douanes et transits depuis 2017. Ça fait environ 4 ans aujourd'hui que j'enseigne les douanes et transits. Quand il dit, par exemple, le représentant du RDPC, que la charge revienne beaucoup plus à l'Europe, compte tenu du statut commercial ou alors de l'environnement commercial qui existe entre l'Europe ou alors dans les pays du Nord et ceux du Sud. J'ai dit non, ce n'est pas vrai. Je prends juste le cadre du commerce international et notamment la douane. Est-ce que vous savez que l'exportation coûte moins cher par rapport à l'importation? Allez prendre le code, et particulièrement dans la zone CEMAC, allez prendre le code des douanes CEMAC. Vous le lisez et prenez le code des douanes CEAO, CDEAO, ou alors le code des douanes UEMOA, comparé au code des douanes CEMAC de l'Afrique centrale. Vous verrez qu'il y a une très grosse différence. En Afrique centrale, nous ne voulons pas le développement. C'est pour dire qu'en réalité, quoi? Qu'est-ce qui se passe réellement lorsqu'il parle du problème économique? Lorsque vous avez une marchandise qui part vers l'Europe, vous payez moins ce qu'on appelle la DDI, droit de douane, c'est-à-dire le tarif extérieur commun. Mais si vous avez une marchandise qui entre plutôt dans le pays, vous allez payer plus. Et cette mesure a été instaurée justement pour empêcher le développement de l'entreprise locale. D'accord. Il faut d'abord l'avouer. Maintenant, lorsque l'entreprise localement n'est pas développée, qu'est-ce que ça entraîne? D'abord la pauvreté et en plus le chômage. Et c'est ce chômage-là qui entraîne l'immigration. C'est ce corollaire-là que je voudrais à tout prix que vous compreniez, du moins ceux qui nous regardent comprennent. Voilà également exactement comment cette affaire est structurée. D'accord. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour stopper? Ça c'est deux. Maintenant, puisqu'il a un peu évoqué le volet économique, il faut reformer le cadre institutionnel. C'est-à-dire passant d'abord par ce code de douane CEMAC pour favoriser le développement de l'entreprise locale. C'est-à-dire imposer la transformation locale. Si nous avons suffisamment d'entreprises qui transforment sur le plan local, nous n'aurons pas ce genre de choses. Je puisse encore vous rassurer. On a parlé tantôt ici sur ce plateau du contrat d'extraction minière à l'Est. Je vous rassure encore une fois de plus ici à Mondo Vision que l'entreprise qui a exploité ou alors donc qui veut exploiter les minéraux à l'Est, l'entreprise chinoise dont nous avons décrit ici, a signé le même contrat au Kenya, à Mombasa, au Kenya. Si vous lisez les contours de ce contrat avec le gouvernement kenyan, vous allez vous rassurer que la transformation... Non, je vais établir un problème. C'est-à-dire la transformation va se faire au Kenya. Et cette transformation va absorber un maximum de chômage kenyan, ce qui va favoriser... Restons dans le cas de l'immigration. Le volet économique est très important dans cette immigration. Parce que ceux qui partent là ont faim. Et s'ils avaient trouvé le travail sur le plan local, ils ne seraient pas partis. C'est ça le réel problème. Il faut nuancer la raison. Non, c'est la raison pour laquelle il a donné le cas des gens qui vendent leur patrimoine ici. Je dis ceci. Je dis ceci, doyen Abel. Si vous parlez du cas de ceux qui vendent leur patrimoine pour prétendre fréquenter à l'extérieur, ou alors même prétendre aller avoir une vie meilleure à l'extérieur, je peux encore vous dire, regardez le SMIC au Cameroun. Il est de combien? Comparé au SMIC en Tunisie, que je maîtrise bien, ces deux SMIC sont de combien? Regardez le gap. Est-ce que dans ces immigrés-là, vous avez vu les Maghrébins? Ils sont très peu. Regardez le niveau économique de ces pays. Regardez combien est-ce qu'un cadre, celui qui a un Master 2, par exemple, j'ai un ami qui a étudié à l'université de Sousse, en Tunisie. Il a eu un Master 2 en environnement. Il est resté en Tunisie, il a travaillé pour 5 ans. Quand il est revenu au Cameroun, le salaire qu'on lui a proposé, une entreprise de traitement et déchets ici lui a proposé, mais il était dépassé. Mais mieux vaut rester en Tunisie, même si 20% de ce salaire s'en vont vers à l'administration fiscale. Il a préféré retourner en Tunisie. Donc, grand frère Abel, si vous parlez de ce cadre-là, rassurez-vous, les migrants économiques sont plus nombreux. Et pour empêcher cette affaire, il faut accepter de développer l'entreprise locale.
accepter de faire transformer les produits, revoir même ce code des douanes, reformer les institutions. Lorsque vous voyez par exemple, si vous êtes dans l'Union du Maghreb islamique, et que vous voulez transporter des devises, puisqu'il a parlé de la fuite des capitaux, qui est différente de la fuite de l'évasion fiscale, il faut vraiment faire une nuance là. La fuite des capitaux, ici en Afrique centrale, est plus importante et plus favorisée par rapport à la fuite des capitaux dans la zone Union du Maghreb islamique. Il faut le savoir. Si vous avez déjà à partir d'1 million, ici, dans la zone SEMA, pour sortir, vous êtes obligé de déclarer. Sauf qu'au Maghreb islamique, l'équivalent du dirham, si vous avez, lorsqu'on convertit le dirham par rapport au franc CFA, vous avez par exemple 200 000, à plus de 200 000 francs CFA, l'équivalent du dirham, vous êtes obligé de déclarer. Entre celui qui est obligé de déclarer 1 million et celui qui est obligé de déclarer 200 000 francs, qui va faire fuir de l'argent? C'est celui qui est obligé de déclarer. À nos responsables vous comprenez qu'il y a une nuance là dans cette affaire. La faute à nos responsables étatiques, mais est-ce qu'ils ont suffisamment perçu la problématique pour y apporter des solutions afin que nos frères ne traversent plus le désert, ne traversent plus la mer Méditerranée au risque d'y laisser leur vie, espérant véritablement une vie meilleure en Europe? Bon, Frédéric, j'ai le sentiment de n'avoir pas été bien compris par mes deux vis-à-vis, dont je vais me reprendre. Je vais dire que... Non, je ne pas, non, passer plus de temps. C'est pas un ping-pong. C'est-à-dire que si on ne dit pas que l'évasion fiscale est une cause de l'appauvrissement en Afrique, on n'est pas en train de dire la vérité. Et c'est quelque chose que j'invente. L'autre dit, et je vous ai précisé que quand je le dis, je ne suis pas en train d'absoudre nos gouvernants d'un certain nombre de choses. Et je vous ai dit, des études ont été faites à plusieurs reprises. Je vous prends un cas. Peut-être c'était en 2008 ou c'est en 2009. Un journal titrait ici que lorsqu'on essaie, je ne vais pas faire la publicité à cette entreprise-là, lorsqu'on étudie les comptes d'une certaine entreprise occidentale, ce qu'elle rapatrie en France se chiffre à moyenne à 4 milliards par semaine. D'accord? Prenez un tissu économique comme celui du Cameroun. Une seule multinationale, on vous dit qu'elle rapatrie en France 4 milliards par semaine. Le Cameroun n'a pas de planche à bien. D'accord? Ça sont des études. Il y en a combien, Frédéric Moutomé? Automatiquement, ça crée de la pauvreté. Le marché est sec. Les vendeuses et les vendeurs ne voient pas l'argent circuler. D'accord. S'il te plaît. S'il te plaît. Qui contrôle ce mouvement des capitaux? Restez-toi, chef. Qui encadre le mouvement des capitaux? On va regarder l'émission. Non, s'il vous plaît. Tu ne me relances pas, tu as dit beaucoup de choses. S'il vous plaît. Je souhaiterais que vous laissiez chacun prendre son temps de parole. Voilà, Frédéric, c'est pour ça que j'ai dit que, en fait, l'immigration, ce que nous voyons actuellement sur le continent africain, vient de ce que les jeunes Africains sont en train de courir après le travail qu'on est venu prendre chez eux pour envoyer en Occident. D'accord. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ça, c'est une première chose. On va continuer à vivre cette situation des jeunes Africains qui courent pour aller rattraper le travail qui aurait pu être donné ici et qui ne pas donné. Frédéric, une autre chose, quand le grand frère Limbilo a commencé à parler, il a rappelé que ce n'est pas des choses d'aujourd'hui. Moi, je vais même remonter à l'essence de l'homme. L'homme est par essence un migrant. D'accord? Au-delà des conditions économiques que nous sommes en train d'évoquer ici, je vous assure, faites le paradis au Cameroun que vous aurez toujours des Camerounais qui auront envie d'aller ailleurs. Faites le paradis au Gabon, vous aurez toujours des Gabonais qui auront envie d'aller ailleurs. Faites le paradis au Burkina Faso, ce sera toujours comme ça. D'accord? L'homme n'est pas stable. L'homme s'accommode très peu de l'immobilité. Vous voyez? Et conséquence, il est obligé d'aller et de venir. D'accord? Donc, il y aura déjà toujours cet élément-là. Maintenant, quelqu'un a évoqué ici, autour de la table, le paradis que certains dessinent. Une fois qu'ils ont traversé la mer, comme ils ont traversé l'autre jour, là, ils sont de l'autre côté. On fait ce qu'on fait. Dès qu'on a la possibilité de se payer une belle veste, se filmer sous les Champs-Élysées, on dit, ah, on vit le paradis en Europe. Et du coup, le petit Africain qui est resté en Afrique, il se dit, mais j'étais avec ce monsieur hier. Il est parti maintenant, il se filme sous les Champs-Élysées. Mais regardez-le sous la Tour Eiffel. Pourquoi ne pas partir? Vous voyez? Donc il y a ce rêve. Il faut que ceux de nos frères qui sont là-bas commencent à tenir le discours de la vérité à ceux qui sont restés en Afrique. Et Dieu merci, beaucoup le font. Beaucoup le font. Parce que quand vous parlez au téléphone avec eux,
de manière sérieuse, ils vous disent que vraiment, oui, ce n'est pas le paradis que je pensais en venant ici. J'ai même suivi une dame une fois qui nous disait à la faveur des problèmes qu'ils ont eu une fois en France. La dame disait que si elle avait un travail au Cameroun, on lui assurait un salaire de 150 000, elle reviendrait en courant. J'étais sidéré. D'accord? Mais combien de Camerounais aujourd'hui croient en ces discours? Quand vous dites ça à un Camerounais, vous dites, mais c'est parce que vous êtes mauvais, vous êtes arrivé au ciel, vous voulez couper l'échelle. D'accord? Donc il faut retravailler la grammaire mentale des Camerounais. Il faut éduquer les uns les autres pour leur montrer que, pour leur dire, il faut qu'on essaye de mettre dans la tête des Camerounais que malgré la pauvreté qui a été organisée en Afrique, malgré les difficultés, on peut faire quelque chose de notre continent. Et puis je voulais un peu aborder cette question de la guerre en Ukraine. Parce qu'on parle d'immigration. Il faut que les Africains commencent à manger africain. D'accord? Il faut que les Africains commencent à réfléchir africain. Que les Africains ne se disent plus que moi j'ai besoin de l'Occident pour exister. Un exemple simple, pourquoi nous mangeons, nous sommes prisonniers du pain et du lait chaque matin, au point où un pays en Europe a un problème, nous on n'arrive plus à manger. Pourquoi nous sommes prisonniers? Est-ce qu'il faut que le gouvernement vienne nous dire, ok, toi Obama, donne la patate qui est restée hier à tes enfants comme petit déjeuner le matin? Est-ce qu'il faut que le gouvernement vienne me demander de faire déjeuner mes enfants avec le mintoumbe et les prunes par exemple? Ouais. Donc nous, les Africains doivent apprendre à redevenir africains. C'est dur, c'est vrai. Mais rappelons que ça a été dur pour les Chinois. Ils ont accepté, à un moment donné, ce sont même presque une période d'autarcie. Ils ont accepté de vivre chinois, de souffrir. Vous voyez? Que les Africains se préparent à souffrir pour un temps. D'accord? Ce temps, ça peut être une décennie, ça peut être 2 décennies. Et ce temps-là va les préparer à faire ce que la Chine est en train de faire aujourd'hui à l'échelle mondiale. À partir du moment où on va continuer à nous mettre en tête que l'Eldorado c'est de l'autre côté, on va continuer à nous dire le bonheur c'est là-bas et la misère c'est en Afrique, vraiment les choses n'iront pas. Donc pour sortir là-dessus, en termes de solutions, nos gouvernants doivent prendre un certain nombre de mesures. Et quand on dit les mesures, c'est les mesures économiques, parce que je reviendrai toujours sur l'élément économique. Il faut qu'on essaie de prendre des mesures économiques réciproques. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que, par exemple, un gars comme Samuel Eto'o qui veut rentrer au Cameroun avec sa fortune, ne peut pas revenir avec toute cette fortune en liquide? C'est-à-dire que s'il veut rentrer là, vous verrez les conteneurs au port de Douala, voilà Samuel Eto'o qui est en train de rentrer au Cameroun. Les gens viennent ici, ils se font des milliards et ils ressortent avec. Pourquoi? Donc il faut que notre pays soit capable de mettre la réciprocité au niveau de ces affaires-là pour que les tissus économiques retiennent de l'argent. Retenant de l'argent, on permettra à la PME d'éclore et puis les Africains auront le travail, peut-être qu'ils resteront sur place. Alors les dirigeants africains sont taxés d'être laxistes. C'est d'ailleurs le point de vue du MRC sur la question. Si les gouvernements se bougent, forcément il y aura des choses où les lignes pourraient bouger et on ne vivrait plus ce qu'on a vécu à Melia durant le week-end où des Africains sont malheureusement morts parce qu'ils voulaient se rendre en Europe vers l'Eldorado. Abel appelle le mirage de l'Europe. Est-ce qu'il faut forcément que ces gouvernements apportent du leur pour que les choses changent? Le consultant Abel a déjà évoqué le fait que les gouvernements font ce qu'ils peuvent. Ils font un certain nombre de choses, même si ce n'est pas assez médiatisé, ou alors même si ça n'a pas les répercussions qu'il faut, parce que justement les goulots d'étranglement, la corruption et autres empêchent parfois que ceux qui ont les capacités de produire pour justement créer de la richesse n'ont pas assez au financement à cause justement de ces nombreux goulots d'étranglement. Maintenant, à côté justement des responsabilités propres aux institutions étatiques ou alors au gouvernement, il y a un élément qu'on évite toujours, je ne sais pas pourquoi, on évite de parler de cet élément. Les hommes d'affaires au Cameroun. Prenons le cas du Cameroun. Oui. Les hommes d'affaires, j'ai l'impression que nos hommes d'affaires n'ont pas de vision futuriste. Oui. Ils n'ont pas de vision futuriste. Ils passent le temps à discuter les terrains, à arracher les terrains, les gens construire les hôtels, les trucs. Ils n'ont pas de vision. Or, l'Europe, qui est aujourd'hui considérée comme cet Eldorado, a été développée par la vision des hommes d'affaires. C'est la vision des hommes d'affaires qui a justement placé l'Europe où elle est aujourd'hui. Mais nos hommes d'affaires n'ont pas cette vision. Je regardais encore l'autre jour sur les réseaux sociaux un Camerounais qui est capable de fabriquer une machine agricole et accessible à tout le monde. Si des hommes d'affaires avec de la vision, il accompagne ce projet.
Ils accompagnent ce projet, ils multiplient les pôles de production. Ils sont forts pour écrire à Macron. Je vous en prie, moi, vous avez suffisamment parlé. Je suis resté. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Allons-y. Je sais pas, vous aimez, je sais pas, moi je suis allons-y. que c'est l'État. Il faut établir les responsabilités de tout le monde. Parce qu'il faut rappeler. Oui, l'État, ce qu'on lui a servi, c'est des versets. Oui, vous parlez du milliardaire. Est-ce qu'il sait, quel est l'homme d'affaires qui s'est levé et il a dit, ok, moi je prends ce produit, je vais le développer et je vais financer cette recherche pour que ce marché soit un marché local. Pour que chaque agriculteur, où qu'il se trouve, ait accès à cette machine pour produire localement. Où sont les hommes d'affaires à pas discuter les terrains? C'est ça mon problème. Il y a un garçon, il y a un jeune Camerounais qui nous a produit ce qu'on appelle le cardiopad. Un appareil justement qui permettait justement d'avoir des paramètres du cœur et autres. Mais ce garçon s'est plaint sur les chaînes de télé. Il n'avait pas le soutien. Oui, l'État n'a pas fait. Mais maintenant, les hommes d'affaires, qu'est-ce qu'ils ont fait pour prendre ce produit, le multiplier, créer des emplois, justement en créant des entreprises qui pourront multiplier ces produits. Regardez la rue de la Casse, la rue Fauche à quoi. On a des jeunes Camerounais qui savent démonter des ordinateurs, qui savent réparer des ordinateurs. Donc on se rend compte que on est formé juste pour la maintenance de ce que les autres ont créé. Alors que les hommes d'affaires également peuvent multiplier ce genre en fait, créer des entreprises pour que les Africains ou alors ces jeunes puissent monter ou alors fabriquer des ordinateurs made in Cameroun. Mais ils n'ont pas cette vision. Leur vision, c'est le bail là. C'est importer, exporter. On ne sait pas trop. Donc, il y a ce manque de vision et il faut le dénoncer. Le patronat camerounais contribue justement à appauvrir le pays. Pareil que favorise l'immigration clandestine. Et favorise justement l'immigration. Parce que justement, lorsque nous avons parlé du mirage, lorsque nous avons parlé de l'illusion, mais ça fait partie, ces importations, ça fait partie justement de l'illusion qu'on montre. C'est-à-dire qu'on importe les biens meubles pour justement montrer que c'est ce qui est bon qui vient de là-bas. Pourquoi on ne produit pas certains biens meubles ici pour valoriser justement le tissu économique local? À côté de, nous avons parlé du complexe. Quand tout à l'heure j'ai évoqué le fait que lorsque quelqu'un va dans un supermarché, il est plus fasciné à acheter un produit qui porte le nom d'une marque étrangère. Parce que justement, au niveau local, on dirait qu'on contribue à déprécier ce qui est fait localement. Imaginez, lorsque quelqu'un a un peu d'argent, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, nos millionnaires là, qu'est-ce qu'ils font pour s'offrir la vie de luxe? Mais ce n'est pas des produits locaux qu'ils consomment, mais c'est des produits importés. Donc ça contribue justement à complexifier l'Africain justement face à cette Europe qui, pour moi, justement, n'est pas un paradis. Ou alors n'est pas un Eldorado. Il y a ce qui est bien fait, ce qui peut être fait là-bas. Et ça, c'est déjà fait. Mais si c'est bien fait là-bas, il vaut mieux y aller. Écoutez, si c'est bien fait là-bas, il vaut mieux y aller. Monsieur Bama a fait quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis de leur pays, ils sont allés atterrir la technologie ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait une fois après avoir acquis cette technologie? Ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés chez eux, mais regardez, qu'est-ce que notre diaspora fait dans le nozo? Notre diaspora finance la guerre. Ah ben oui, c'est ce qu'il faut dire. Voilà notre diaspora qui doit justement, qui est allé en Europe, qui est allé aux États-Unis, apprendre la technologie. Au lieu de ramener au pays cette technologie pour qu'on puisse se développer, ils trouvent mieux de cotiser pour acheter les armes, ils trouvent mieux de financer la guerre qui contribue justement à provoquer ces immigrations. Et on est surpris et on passe le temps, on dit bah, l'État. Oui, l'État a échoué. C'est quelqu'un qui a échoué. Ben, moi, je ne m'occupe pas de celui qui a échoué. Je m'occupe de celui qui a les capacités de faire mieux que l'État. Et il n'y a pas mieux placé aujourd'hui que les hommes d'affaires d'impulser justement l'économie, le développement, de financer les recherches. Et moi, je sortirais même peut-être en proposant quelque chose déjà. Pourquoi on ne peut même pas instaurer une taxe sur la recherche scientifique chez toutes ces entreprises-là qui ont un certain capital? Il le faut à un moment. Parce que justement, et quand on parle justement des relations à part égale, vous n'avez pas la technologie, vous ne pouvez pas parler à part égale avec quelqu'un. D'accord. Alors développons la technologie, développons la science, et il y a des jeunes Camerounais qui sont capables de produire sur le plan scientifique, de produire sur le plan technologique. Ils ne demandent pas des millions pour l'instant. Tout ce qu'ils demandent, c'est un accompagnement, une reconnaissance du travail qu'ils sont capables de faire pour faire développer leur continent et leur pays. Abel, il faut développer le continent, cela va stopper l'immigration, qu'elle soit clandestine, qu'elle soit illégale, comme vous l'avez appelé. Bref, qu'on ne soit plus dans cet engrenage où des Africains chaque jour meurent en traversant pas mal d'obstacles pour justement espérer ce mirage européen ou américain. Vous savez, vous abordez le problème de l'immigration alors que
son pendant le plus simple, c'est l'exode rural. Et les mobiles sont exactement les mêmes. Ah ouais. Vous allez ergoter parce que les gens sont partis mourir au désert. Mais combien de personnes partent de l'extrême nord et viennent s'appauvrir davantage à Douala? Des gens abandonnent leur élevage, leur terre traditionnelle où ils pouvaient cultiver l'oignon parce qu'ils croient qu'ils peuvent venir à Douala être gardien de nuit et être mieux rémunérés. Et vous avez tout le pays qui sous-emploie sa force de travail. Toute cette jeunesse qui traîne dans les rues de Douala à longueur de journée pour soi-disant se battre. Mais en réalité, elle ne se bat pas. Ils se battent. Elle ne se bat pas puisqu'elle ne produit rien. Les gens dépensent de l'énergie à tourner en rond. Ils auraient pu produire des oignons, ils auraient pu produire de l'arachide, ils auraient pu produire dans le domaine agricole, etc., etc. Alors, ils sont en quelque sorte légitimés dans leur comportement par le discours simpliste que tient M. Jolako. L'État n'a pas fait ceci, la mauvaise gouvernance. Quand vous serez au gouvernement, vous allez transformer les matières premières. Mais sachez que pour transformer les matières premières, il faut avoir la science et la technique. Si on ne transforme pas les matières premières, c'est parce qu'on ne sait pas comment faire. Et c'est un échec. Parce qu'il appartenait au gouvernement d'organiser les mécanismes d'acquisition de savoir et de mettre les gens qui ont acquis le savoir en situation de confiance et d'utilisation de ce savoir. Petit à petit, échec par après échec, et ainsi de suite, on finit par savoir fabriquer le verre, savoir fabriquer vos habits et tout et tout. Mais le problème est complexe. Il est complexe. Il y a des synergies qui le complexifient davantage. C'est-à-dire, c'est ce que Syriac essaie de montrer, que la connexion entre l'État et ses citoyens devient quelque chose qui fait en sorte qu'on ne peut pas simplement parler de l'État. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous allez en Chine, d'abord vous avez des grandes entreprises qui étaient des entreprises publiques, qui ont permis le développement d'un capital privé. Et ce capital privé a financé l'acquisition de la science et de la technique, pour ensuite obtenir ce qu'on appelle un effet de levier. C'est-à-dire que cette science acquise vient être au service de ces hommes d'affaires qui accroissent leur production. Et on entre dans une roue vertueuse. Donc, tenir un discours aussi simple, qui déculpabilise certaines personnes, pour reculpabiliser seulement l'État et sa politique, c'est fausser un peu le débat. Parce que l'État pourra vous répondre en disant « J'ai mis tant de milliards pour financer les petits projets de développement économique. » Les gens ont pris de l'argent, ils sont partis faire autre chose. Le plan triennal jeune. Vous allez dire « Oui, mais vous n'avez pas fonctionné. » Vous êtes dans une logique qui déculpabilise ceux qui faussent l'effort de développement. Parce que c'est vendable pour vous, politiquement. Mais ce débat-là dépasse les passions politiques. Parce que si le débat-là était aussi simple, c'est que l'Europe ne s'appauvrit même pas. Vous voyez très bien que l'Europe n'est pas en train de se développer. Ça montre que la question du développement et l'un de ses corollaires, l'immigration, ne sont pas des questions simples qui se traitent à l'emporte-pièce avec des discours simplistes de premier degré. Oui, on n'a pas fait ci. Le problème est trop complexe. Il faut l'accepter. Vous avez un État qui, au départ, a produit une certaine catégorie d'hommes d'affaires. On les a financés dans l'espoir que ces gens-là, le patriotisme aidant, vont venir suppléer l'État. Quand vous avez quelqu'un qui a quasiment le monopole de l'importation du poisson, qui l'a fait en tuant tous
toute la petite pêche artisanale qui se développait, semi-industrielle qui se développait. Dans les années 70, on avait des pêcheurs camerounais qui avaient des chalutiers, hein, aidés par l'État. On les a laissés mourir au profit de l'importation. J'aurais compris qu'on les laissa mourir au profit de la pisciculture. Malheureusement, ces hommes d'affaires importateurs de poissons qui sont devenus multimilliardaires, regardez où est-ce qu'ils placent leur argent. Ils le placent dans le bâtiment. Ils achètent des terrains, ils ont le souci d'avoir tous les meilleurs terrains à Bonadjor, construire des immeubles, etc. Ils ne financent aucun projet piscicole. C'est-à-dire qu'ils ne financent à terme aucune activité susceptible de renverser la situation de la balance commerciale. Eux, c'est des importateurs, c'est-à-dire des exportateurs de devises. Ils sortent de l'argent pour aller acheter du poisson au Sénégal, au Maroc, etc. Revenus au Cameroun, ils ne produisent rien. Ils thésaurisent cet argent. Donc le développement que Syriac a voulu faire a sa place dans l'analyse. Il ne faut pas le balayer comme ça d'un revers de la main parce qu'on est opposant, on classe tout sur le compte du gouvernement qui n'a pas fait ce qu'il a pas fait. On va passer au deuxième sujet. Donc moi je pense que la crise économique, elle est multidimensionnelle. Il y a la responsabilité du gouvernement qui doit mettre en place des politiques, par exemple, une fiscalité qui permet de financer la recherche. D'accord. Par exemple, une fiscalité qui permet de réduire la propension à aller importer les choses qu'il y a ici. Autant de choses. Mais en même temps, il faut que on ait des hommes d'affaires qui comprennent quelle est leur mission en tant qu'élite dans le pays. Si vous avez des gens qui ont pour seule vocation d'aller importer toute la poubelle d'Europe, parce que c'est facile de casser tous les tailleurs. Moi, quand j'entrais en 6e, je faisais coudre mes pantalons. Aujourd'hui, je ne fais plus coudre de pantalons. Parce que tous les pantalons de la friperie du monde entier viennent vous trouver dans les bureaux. Résultat, l'industrie de l'habillement prend un coup. Alors que nous avons développé des lycées techniques avec certaines spécialités dans l'industrie de l'habillement. Merci beaucoup, Abel. Donc, c'est autant de paradoxes qui ne sont pas simplement imputables au gouvernement. Mais qui, à un moment donné, quand vous faites une analyse globale, sans passion, vous voyez qu'il y a quand même la propension à la facilité qui veut que quand quelqu'un a de l'argent, il cherche à aller importer tous les objets, les verres cassés. Merci Abel, s'il vous plaît. Alors, on va prendre... Et une fois qu'il a amené ça, il vient exposer ça au trottoir. Merci beaucoup. Il ne crée pas une boutique à bonne uniforme pour localiser sa marchandise. Non, il vient se mettre au trottoir. Et lorsque le maire vient quitter le trottoir, on dit « Oh, c'est des brouilles ». Merci beaucoup Abel Limbi. On a compris. Alors, dans la débrouillardise, on peut également se permettre de faire un certain nombre d'excès. Alors, bonsoir, M. Moutomé. Juste pour vous dire que le nombre de morts de Mélia annoncé par les médias occidentaux principalement ne reflète pas la réalité. Il y en a beaucoup plus. Je pense que les Africains subsahariens et les gouvernements doivent répondre très fermement contre le Maroc qui a justement favorisé la situation qu'on a vécue le week-end dernier, car trop, c'est trop. C'est pas la première, malheureusement. C'est un Africain qui nous le dit, c'est Patrick Ikoum, qui justement invite les gouvernements des autres pays à frapper la main sur la table contre le gouvernement marocain qui semble agir avec l'onction de l'Espagne. Question de barrer la voie aux immigrants africains. Pourquoi barrer la voie à ces immigrants africains? Ils veulent se rendre vers ceux qui nous ont pillés et continuent de nous piller. C'est ce que pensent les téléspectateurs. On aura le temps de revenir sur les SMS d'ici la fin de l'émission. On prend la deuxième thématique qui parle justement de l'affaire d'Ikolo. Abel, où est-ce qu'on en est à date
date avec cette affaire. Il y a la commission ad hoc mise en place par le gouverneur de la région littorale qui poursuit son bonhomme de chemin. Je pense avoir reçu pas mal d'informations là-dessus. Mais véritablement, qu'est-ce qu'on peut se mettre sous la dent quelques mois, quelques semaines après les casses infligées à ces populations qui continuent de crier au scandale? Cette commission ad hoc est née dans une espèce de situation un peu de désordre finalement, parce qu'elle n'avait pas de structure réglementaire. On l'a créée, on n'a pas dit comment elle doit être structurée. On a donc fait un effort de la structurer avec un ensemble de sous-commissions, en particulier 3, qui ont dû recommencer le travail de fond à zéro. Et ce travail est en train de se faire. Moi, la commission n'a qu'un mois. Oui, malheureusement, je pense qu'elle ne pourra d'ailleurs, les sous-commissions ne pourront pas permettre de tenir en un mois. Et on n'a pas le feu aux fesses pour croire qu'on ne peut pas proroger tout ce temps-là. On peut le proroger. Il s'agit d'enquêter et de comprendre exactement les dérives qui se sont faites pour permettre à l'autorité politique de prendre la bonne décision qui réhabilite les gens dans les droits que l'État du Cameroun est censé leur garantir. C'est plus important que la course au temps. Donc dans la sous-commission à laquelle moi j'appartiens, qui s'occupe justement du problème foncier, nous avons eu une réunion mercredi dernier et nous avons mis notre plan de travail en place. Nous nous sommes mis dans un consensus pour faire 3 choses essentielles. La première, il faut mesurer la surface de la démolition, c'est-à-dire tout l'espace qui a été démoli. Il faut connaître cette surface, qu'on sache si c'est 10 mètres carrés, si c'est 3, 4, 5, 6 hectares. Ensuite, on parle du terrain. Quand on parle du terrain, il faut le voir. Il ne faut pas parler du terrain en l'air. Il faut le voir. Hein? J'ai aimé l'expression que le préfet Okala Bilay, pas Okala, comment celui qui est devenu gouverneur s'appelle Nassiri Béa. À l'époque, je suis venu le voir pour mes problèmes en Bagna et les gens bavardaient beaucoup. Il a dit on parle du terrain. Alors, allons voir le terrain. Donc, il est question pour la sous-commission foncière de reconstituer les bornes de tous les titres fonciers qu'il y a à cet endroit. Ensuite, reconstituer les titres fonciers que l'État est venu se donner depuis le 28 avril 2020. Parce que c'est depuis le 28 avril 2020 seulement que l'État s'est donné 3 titres fonciers à cet endroit. Donc, on met tous les titres fonciers qui existaient sur le terrain, on reconstitue les bornes de chacun. Ensuite, on constitue les bornes de l'État. C'est 3 titres fonciers. Et on va donc voir comment l'État, les terrains que l'État s'est donnés, chevauchent, enferment, prennent en partie les terrains qui existaient avant. C'est ce qu'on appelle l'état des lieux. On va donc faire cet état des lieux-là. Ensuite, on verra, une fois qu'on a fait tout ça, la part du domaine national qui existait à cet endroit-là. C'est-à-dire les terrains qui appartiennent à toute la nation camerounaise, qui ne sont pas des propriétés privées, que l'État peut prendre, parce que l'État a le droit de prendre le domaine national pour en faire ce qu'il veut. Même si on peut contester le fait qu'on exproprie pour donner à un opérateur privé, la loi n'a pas prévu ça. Mais pour le moment, en tenons-nous à l'idée que l'État peut prendre le domaine national. Mais l'État ne peut pas prendre le terrain de Moutou, mais pour rien. Donc, une fois qu'on a fait la reconstitution de tous ces terrains-là, on va voir l'illégalité qui a pu se produire malheureusement. On va aussi voir la part du domaine national qui existe à cet endroit. C'est-à-dire, on verra si à cet endroit, il existait une quantité de terrain qui peut être utilisable pour satisfaire la demande d'un opérateur économique qui avait par exemple besoin de 2 hectares, etc. etc. Lorsqu'on aura vu tout ça là, les décisions vont apparaître d'elles-mêmes. Les suggestions à faire à l'autorité politique apparaîtront d'elles-mêmes
dans un consensus, dans la paix, dans le respect des règles qui organisent le fonctionnement de notre pays. D'accord. Alors, Brice Jolako dit comme cela, on est sur la bonne voie pour définitivement peut-être régler la querelle de Dikolo qui a choqué tout le Cameroun et même la communauté internationale au regard des casses barbares qui avaient été effectuées ce 14 mai 2022, expulsant des hommes, des femmes, des enfants de ce qui était considéré comme étant le habitacle de toujours. Vous savez, nous devons d'abord être tous unanimes sur un fait. Lorsque vous voulez prendre le bien de quelqu'un, il faut le prendre avec honnêteté. Lorsque l'État voudrait prendre les biens des citoyens, l'État c'est trop dire, parce que l'État aussi c'est nous. Lorsque le gouvernement RDPC voudrait prendre les biens des citoyens de Dikolo, je souhaite que ce gouvernement-là les prenne de façon honnête. C'est ce que nous avons complètement dénoncé. Ce n'est pas un seul fait. Il y en a des faits antérieurs. Et je puisse encore vous rassurer que jusqu'aujourd'hui, ceux qui ont été démolis, ceux qui ont été cassés sur ce qu'ils ont appelé l'autoroute, l'axe autoroute Yaoundé-Simalène, aéroport pour la ville de Yaoundé, n'ont jamais été indemnisés. Je parle sous le contrôle de certaines personnes qui peuvent nous regarder. Il en est de même concernant l'autoroute Douala-Yaoundé, Yaoundé-Douala. Il en est de même pour ceux qui ont été démolis dans le cadre de la construction du port en eau profonde de Kribi. J'ai encore des amis qui n'ont jamais été indemnisés. Ce même problème d'indemnisation s'est posé dans le cas de Dikolo. On a posé également le problème de revalorisation. À combien coûte le mètre carré pour ceux qui réclament leurs droits? On pose encore une fois de plus le problème de mercurial. Vous voyez donc que l'État, le gouvernement RDPC, a abandonné la population en ce qui concerne l'affaire Dikolo. C'est bien beau de mettre les commissions, comme le doyen venait tantôt de dire. Mais gouverner, c'est prévoir. Si on avait prévu tous ces antécédents-là, on ne serait pas en train de vivre, de mettre des commissions sur pied. Parce que voyez-vous, il s'agit là d'une mafia bien structurée. Les hauts commis de l'État, tapis dans le comité central RDPC, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, ils sont au parfum. D'abord, ce sont eux qui gèrent. Ils savent exactement quel projet structurant ira où. Ils maîtrisent. Et lorsqu'ils ont déjà ces projets structurants en main, qu'est-ce qu'ils font? Ils se précipitent à s'accaparer des terres. Je peux encore vous rassurer qu'avant la construction du port en eau profonde de Kribi, les sous-préfets, les députés, les conseillers municipaux, tous ces grands bonhommes tapis au comité central du RDP avaient presque acheté toute la zone. D'accord, et ils ont revendu à l'État au prix extrêmement cher. Alors, restons sur le cas de Dikolo. C'est pour dire, non, le cas de Dikolo n'est qu'une seule goutte d'eau qui vient faire déborder le vase. Il faut l'avouer. Si on avait dénoncé l'affaire pour autonome de Kribi, si on avait dénoncé l'affaire autoroute Douala-Yaoundé, non-indemnisation, expropriation forcée et illégale, Dikolo n'aurait jamais eu lieu. C'est un fait. Donc le cas de Dikolo aujourd'hui est un cas parmi d'autres. Maintenant, si vous voulez à tout prix que nous nous focalisons sur le cas de Dikolo, je ne peux pas apporter un jugement de valeur sur un travail qui n'est même pas encore fait. Monsieur Elimbi Loubé, qui fait partie d'une commission, la commission... la sous-commission du sous-commission, vient de vous dire que même 3 mois ne suffiront pas pour rendre une copie. Non, c'est pas, j'ai pas dit 3 mois. Qu'il faut du temps. Il faut du temps. Et qu'on aura besoin de beaucoup plus de temps que ça. Beaucoup plus de temps que ça. Donc vous comprenez qu'en réalité que là, les copies, attendons les copies des différentes sous-commissions et même des commissions pour apporter un jugement de valeur par rapport à ça. Il faut être honnête. Alors, mais la seule chose que nous devons dire, c'est que le gouvernement est en retard par rapport au développement. Merci beaucoup. Alors, la mise en place de cette commission avait créé polémique. Aujourd'hui, et Abel l'a rappelé, il a fallu qu'on revoie un peu l'organisation de cette commission pour peut-être en tirer le meilleur. Il y a certainement de belles choses à attendre de cette commission, c'est ce que vous pensez. Oui, et puis parlant de belles choses, vous allez me permettre de dire un bonsoir à un de mes élèves,
un élève particulier, c'est le petit Moukoko. Pourquoi je lui dis bonsoir ici? Il est en classe de première au lycée bilingue de Deido. Parce que par rapport au sujet précédent, c'est un petit qui a fabriqué un drone. Il est passé dans une télévision de la place. On l'a filmé. Syria parlait tout à l'heure des hommes d'affaires qui n'accompagnent pas. Non, c'est un clin d'œil à ça. Si il ne le fait pas, c'est pas juste. Il habitait à Dikolo. Non, il n'habitait pas à Dikolo. Non, je peux pas le faire. Je lui dis un bonsoir particulier. Et je souhaite que vraiment les hommes d'affaires, comme tu l'as dit, merci. Revenons sur Dikolo. Maintenant, pour le cas de Dikolo, je vais dire à Brice que sans entrer dans les détails de ce dossier, et je suis d'accord avec la fin, j'aurais aimé que tu commences même par ta fin, sans entrer dans les détails de ce dossier, ayant suivi une émission entre le responsable de ce projet et le grand frère Abel Elimbi Lobé autour de la table, vraiment ce cas ne peut pas être comme les autres cas. Et commençons par élaguer, parce que c'est une idée que vous faites circuler dans l'opinion pour donner le sentiment que c'est une casse parmi tant d'autres et elle peut être traitée. Ce cas ne peut pas être traité comme les autres. Ça, c'est le premier fait. Et le second fait, c'est que la situation de Dikolo, je l'ai dit sur ce plateau, vraiment, on ne peut pas, aucun parti politique ne peut tirer le moindre bénéfice là-dedans. C'est vrai. Vous portez des accusations contre un certain nombre de responsables qui ont posé des actes assez questionnables. Hein. On peut dire il n'est pas interdit de porter ces accusations-là. Mais les relier à chaque fois au gouvernement RDPC, je vous rassure, il n'y a aucun sous-préfet déjà au comité central, aucun préfet là-bas. Donc ça paraît un peu démagogique et pas sérieux. Je voudrais vraiment être réservé sur cette question en disant que c'est avec beaucoup de bonheur que j'écoute, que j'ai suivi tout à l'heure, le grand frère Limbelo, quand il vous dit ce qui est en train d'être fait, vous comprenez que la commission sur Dikolo ne peut pas accoucher d'une souris. Apparemment, ils sont en train de faire un travail méthodique. Vraiment, il serait souhaitable que ce travail méthodique aille à son terme et que le moment venu, on présente les résultats acquis de droit et que des décisions soient prises pour que des personnes qui ont été heurtées dans leur sensibilité, dans leur culture, dans ce qu'ils ont de plus cher, soient rétablis et que au besoin même, parce que je sais pas comment on fait pour réparer un préjudice c'est-à-dire que on est venu, on a détruit peut-être la tombe, on a détruit si ça, c'est difficile, mais vraiment que le travail soit bien fait de sorte que on puisse au moins penser les plaies de ce côté. Donc je préfère m'arrêter là pour ne pas... C'est-à-dire, alors que la commission ad hoc créée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Iba Adiboua, se déploie sur le terrain, les populations de Dikolo, elles, continuent de crier leur désarroi. Certaines d'entre elles nous ont saisis, faisant état de ce que elles s'étaient habituées à raison de l'opération de casse. Elles s'étaient habituées à se rendre au niveau des domaines cadastre et affaires foncières pour obtenir le certificat de propriété. Sauf que depuis quelque temps, on leur a expressément dit dans les services de cadastre qu'ils ne peuvent plus, justement pour ceux vivant à Dikolo, obtenir le moindre document issu des domaines cadastre et affaires foncières. Est-ce que cela ne complexifie pas davantage la situation de ces populations qui, elles, bien évidemment, essaient d'actualiser les données cadastrales, ce qui leur permet de se rassurer de ce que, effectivement, le terrain reste encore leur propriété. Déjà, c'est quoi le certificat de propriété? Oui, le certificat de propriété, justement, c'est un élément qui atteste justement la paternité qu'on exerce sur un terrain, sur un bien immeuble, notamment le terrain. On peut aussi comprendre la gêne justement des victimes, parce que justement au regard de ce qui se passe, on peut aussi comprendre que pour des raisons d'objectivité dans le travail qui va être fait par les différentes sous-commissions, d'ailleurs à laquelle j'appartiens également, la commission de la mise en valeur de la mise en valeur immatérielle, c'est pour témoigner ici la particularité du cas Dikolo. C'est-à-dire il y a trois commissions, la sous-commission foncière, la sous-commission des mises en valeur physique et la sous-commission des mises en valeur immatérielles. Je pense qu'elle est conduite par le délégué départemental des aides de la culture. Et c'est à cette commission que j'appartiens. Donc il faut déjà comprendre que cette commission était impérativement nécessaire d'être mise sur pied. Parce que Dikolo n'est pas les autres cas. Et j'ai peut-être cette opportunité aujourd'hui, ou alors ce privilège,
que dans le travail que je fais depuis des années sur la protection des droits fonciers, le cas d'Ikolo est une très grande école. Parce que d'Ikolo, c'est une histoire. D'Ikolo, c'est un attachement sociologique. C'est un attachement culturel. C'est un attachement même rituel, il faut le dire. Et je pense que lorsqu'on instaure cette sous-commission de mise en valeur immatérielle, c'est peut-être parce que justement les voix se sont élevées pour faire comprendre que d'Ikolo, c'est pas comme les autres. D'Ikolo, c'est une histoire justement parce que, permettez-moi de vous le dire, c'est à cet endroit que le 3 décembre 1827 se tient le premier Ngondo. Vous comprenez l'histoire, l'attachement. C'est à cet endroit que Rudolf Douala Mangabel passe sa dernière nuit. Et permettez-moi de vous donner 3 secondes pour bien vous expliquer cet élément. Pour que même la postérité, parce que moi aujourd'hui j'ai eu la chance de connaître cette histoire que beaucoup ne connaissent pas. Et il est important qu'on explique cela là, à la jeunesse et à la postérité. Rudolf Douala Mangabel va être pendu. Il est libéré par son geôlier autour de 14h ou de 15h pour lui donner la possibilité de s'échapper, de fuir. Mais qu'est-ce que Rudolf Douala Mangabel fait? Il ne fuit pas et il va rester à Dikolo pendant 16 heures. Il revient dans sa cellule, dans sa prison à 20h pour être exécuté le lendemain. Donc vous pouvez comprendre l'histoire. Vous pouvez comprendre. Et sur le site de Dikolo, les anciens vous disent il y avait un ruisseau. C'est dans ce ruisseau qu'on baptisait les enfants. C'est-à-dire qu'à côté du baptême importé par les chrétiens, la religion judéo-chrétienne, il y avait le baptême traditionnel des enfants de ce terroir. Et ce baptême avait une portée. Elle s'est perpétuée. Donc Dikolo est différent des autres parce que Dikolo est vraiment dans cette commission, il est dit, hein, et la mission justement de la commission mise en valeur immatérielle, c'est d'identifier les personnes impactées, d'identifier les tombes, d'identifier les sites qui constituaient des endroits rituels ou ancestraux. Voilà, donc vous comprenez que quand le problème d'Ikolo s'est posé, les voix se sont levées pour dire, mais attention, vous êtes en train de désacraliser quelque chose. Et il faut aussi comprendre que peut-être ce n'était pas médiatisé, parce que ce qui est sacré n'est pas médiatisé. Ce qui est sacré n'est pas publié, n'est pas rendu sur la place publique. Mais il a donc fallu ce tact-là pour comprendre que il n'était pas possible, d'accepter une telle chose. Et en plus de cela, il faut comprendre que tout ce qui entre quand même, ce qui est de valeur immatérielle ou alors de culturel, est protégé par la convention de l'UNESCO de 2003. Il faut le dire. Donc, Dikolo, c'est un cas exceptionnel qui nécessite justement beaucoup de précautions parce que justement, c'est un lieu qui est justement qui matérialise l'attachement historique, non seulement pour le peuple sawa, hein, mais pour le peuple camerounais, c'est-à-dire pour la connaissance de notre histoire. Regardez le geste héroïque qu'a commis Douala Mangabel. Pourquoi Dikolo? Pourquoi c'est Dikolo? C'est à Dikolo qu'il allait. C'était un chef traditionnel, il faut le rappeler. Douala Mangabel était un chef traditionnel. Et lorsqu'on lui donne la possibilité de fuir, il ne fuit pas. Et il va passer le temps de son petit temps de liberté à Dikolo. Ça dit tout. Et je vais peut-être paraphraser ici l'ancien qui nous expliquait. Peut-être je ne vais pas donner tout. Je ne vais pas tout expliquer parce que justement les paroles, d'après ce que l'ancien m'a dit, les paroles sont parfois des clés qui servent d'ouvrir certains endroits un peu alors, Abel, la commission tient ses effets, mais cette commission, on l'a d'ailleurs décrié, a été essentiellement constituée des acteurs étatiques ou des administratifs. Au-delà de cela, la question de ce certificat de propriété reste quand même une problématique importante pour les populations. Elles veulent comprendre pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent plus aujourd'hui être ou rentrer en possession de ce certificat de propriété qui leur garantit quand même une certaine confiance vis-à-vis de la procédure qui est initiée, peut-être pour les restaurer dans leurs droits. Bon, moi je veux dire à l'intention de ceux qui sont aux fonctionnaires, je veux dire aux fonctionnaires, que vous voyez, mes chers compatriotes, ce que la culture de l'orgueil, le fait d'être imbu, de croire que quand on est fonctionnaire, on détient un pouvoir,
de croire que on a autorité et que cette autorité-là prédispose à la dérogation, au piétinement des règles. C'est parce que vous avez cru à ces choses-là qu'on se retrouve là aujourd'hui. Et que même quand on se retrouve là où on est maintenant en train de faire des sous, des commissions, les gens se donnent encore la liberté pour leur petit calcul de déroger aux règles. Tout ce que Cyriaque vient de dire, si on avait seulement respecté le décret d'application de la loi qui organise l'expropriation, on n'en serait pas là. Parce que le décret prévoit que quand il y a une déclaration d'utilité publique, on met immédiatement en place la commission de constat et d'évaluation. C'est elle qui comprend les fonctionnaires, le préfet en est le président, le responsable du service départemental des domaines, le responsable du service départemental du cadastre. Qui ont tous été changés. Tous, oui, ils ont été, peu importe. Mais restons dans l'esprit et la lettre de la loi, la pensée du chef de l'État. On met les fonctionnaires qui ont quelque chose à voir avec la culture, avec le domaine, avec la délimitation, donc le cadastre, les mines, parce qu'on peut y trouver les mines, l'agriculture, parce que les expropriations ne se font pas seulement en ville, ça se fait aussi dans les milieux ruraux, les routes, l'organisme qui demande d'exproprier les gens, les députés, c'est-à-dire les représentants de la population, le maire, celui qui représente aussi les populations, mais qui organise l'urbanisation des villes, les autorités traditionnelles qui sont dépositaires des mémoires culturelles et qui ont aussi la charge de défendre les intérêts de leurs sujets, qui sont les autochtones qui peuvent se trouver à cet endroit. Qu'est-ce que vous voulez dire, Abel? Je veux dire que si on avait seulement laissé que cette commission-ci se mette en place, existe, eh bien, il y aurait eu des gens comme il y en a aujourd'hui pour dire attention, il y avait une rivière ici, attention, cet endroit a ceci de sacré, attention, faites ceci, attention. On a occulté tous ces gens-là. On a paralysé la loi. Exactement comme aujourd'hui, on dit, on ne donne plus les certificats de propriété. Si je vous pose la question maintenant, qui a dit ça? Vous allez me dire, qui a dit qu'on ne donne plus, que le conservateur foncier ne délivre plus les certificats de propriété? Qui a dit ça? C'est qui? Donnez-moi un peu le nom de l'autorité. Comment on peut prendre une décision qui piétine les droits des citoyens et personne, on ne sait pas qui a pris cette décision? Qui a dit que si je veux demander le certificat de propriété au conservateur foncier, il ne doit pas me donner ça? Qui a dit ça? Celui qui a dit ça a pris cette autorité où? Il a pris ce pouvoir où? C'est le ministre des Domaines qui vous a dit ne délivrez plus de certificats de propriété. Quel est l'intérêt d'une telle démarche? Dire qu'on ne délivre pas les certificats de propriété, c'est dire que l'État qui a le monopole de la certification de la propriété foncière doit décider de ne plus dire si tu es propriétaire ou pas. Ça rentre dans un comportement mafieux. Au nom de quoi un conservateur foncier devrait-il ne plus dire au propriétaire, à Madame Amougou, qui est propriétaire du titre foncier 28 409, qu'elle n'est plus propriétaire de ce titre foncier? En vertu de quoi? C'est une loi qui le dit?
C'est un acte de gouvernement, un décret, c'est un arrêté. Qui a dit ça? Eh bien, c'est un comportement mafieux. C'est ce genre de comportement qui ont amené que des gens se trouvent en capacité de produire un tel désastre. Le Premier ministre a pris un acte bien précis, réglementaire, un décret d'expropriation qui dit: prenez un titre foncier, le 750. On vous a rappelé Qui a dit le 750, le 752. Qui a rappelé ça? On a changé le décret. Celui qui a rappelé ça a pris l'autorité pour le faire. Le décret vous dit c'est le titre foncier 750. Si ce décret est erroné, on ne le transforme pas subrepticement sur le terrain, sauf si c'est devenu ça les règles de fonctionnement de cet État voyou. Si le décret est erroné, on le rapporte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous avons affaire à des fonctionnaires et à une hiérarchie politique qui n'a pas l'humilité de se rétracter lorsqu'il y a faute? Donc Vous me dites qu'on ne parle plus du 750. Moi, j'ai le décret devant moi. Il parle nous avons du le même 750. décret devant nous, Abel Limbelobert. Vous avez le décret qui parle du 752? Non, j'ai le décret qui parle du 750. Qui a parlé du 752? Mais vous le savez, depuis quelque temps, Qui a dit ça? vous étiez dans une... Donnez-moi le nom de l'autorité qui a dit ça. Ce n'est pas une autorité. C'est qui? C'est le promoteur de l'hôtel. Mais le promoteur n'a rien à faire dans l'expropriation. Il n'a rien à faire. Il n'est rien là-dedans. On ne le connaît pas. Il n'est pas le bénéficiaire de l'expropriation. D'accord. Le bénéficiaire de cette expropriation, c'est le ministre du Plan et de l'aménagement du territoire. Parce que c'est lui qui est en train de payer les indemnités. Et la loi dit que celui qui bénéficie, c'est celui qui paye. Le promoteur, c'est qui? On n'a pas besoin de lui. D'accord. Il se balade sur les plateaux télévisés. Il est venu faire un débat avec moi. Je lui ai demandé, il est qui dans le processus? Il n'est rien du tout là. Merci Abel, on va revenir avec vous tout à l'heure. Ce n'est pas à lui de nous dire si le Premier ministre s'est trompé ou pas. Ce n'est pas à lui de dire que le 750 ne vaut plus. C'est maintenant le 752. Il a donc dit ça. Est-ce que le Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, parce que ce promoteur est un Canadien, chef du gouvernement du Cameroun, est-ce qu'il est chef du gouvernement du Cameroun? Naturalisé. Non, on ne peut pas être Camerounais et être Canadien. C'est ce que disaient les lois du Cameroun. Sauf si vous voulez continuer la culture du piétinement des lois et des règlements. Le chef du gouvernement du Cameroun n'a pas encore changé son décret. D'accord. Qui est ce monsieur qui vient vous dire non, ce n'est plus. C'est comme ça qu'il a fait. Il est parti prendre lui-même les mesures sur des terrains en lieu et place de la commission de constat et d'évaluation. Aujourd'hui, nous sommes en train de revenir à la case de départ. Sauf que un préfet qui est incapable lui aussi de nous dire qui t'a dit de casser les titres fonciers qui ne sont pas le 750. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui? Qui t'a dit de les casser? Merci beaucoup. Personne ne sait qui a dit de casser. Merci. Quel est ce pays où on pose un acte? Personne ne sait qui a dit de poser là. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui des populations? Les populations veulent, elles, ce sont les dires de ces populations que nous avons rencontrées et que nous continuons de rencontrer, elles veulent être restituées dans leurs droits. Est-ce que leur sort est définitivement scellé aujourd'hui, puisque le site est complètement rasé, même si la décision du gouvernement a été de stopper les travaux qui étaient amorcés pour la construction de l'hôtel? En attendant les conclusions de la commission, les populations, elles, peuvent estimer de l'espoir, ou alors elles peuvent se dire, malheureusement, le site étant complètement broyé, il n'y a plus rien à faire. Il faut aller vers les indemnisations. Vous savez, il est difficile de dire que le sort de cette population a été définitivement scellé. Mais l'analyse objective nous impose de croire que leur sort n'est plus entre leurs mains. Parce qu'en réalité, les populations ont déjà été cassées. Il faut le dire. Et cet acte a été fait à dessein. C'est-à-dire pour pousser les gens à négocier. C'est comme ça comme le gouvernement RDPC procède. Parce que justement, comme le doyen Libi Lobert venait de dire, il y a un décret qui régule l'expropriation au Cameroun.
Et dans ce décret, c'est un décret qui regroupe plusieurs acteurs interministériels. Et il y a des techniciens dans chaque ministère capables d'interpréter ce décret-là et de dire à celui qui donne l'ordre d'aller casser que voilà, l'État sera préjudiciable à tel niveau ou à tel autre. Mais ils l'ont fait à dessein. C'est pour dire qu'en réalité, même celui qui est venu face à Odoyen Elimbi Lobé savait justement qu'il n'est pas dans son droit. Mais sauf qu'il s'agit d'une mafia organisée par l'État en concubinage et incestueux avec les hauts fonctionnaires militants du comité central RDPC. Ils ont tout fait pour jeter ce monsieur en pâture et lui dire, ok, comme nous sommes en train d'échouer ce processus, allez, toi-même, c'est ton affaire. C'est toi qui vas construire l'hôtel là-bas, va te battre dans les médias. C'est justement comme ça comme ils ont organisé l'affaire. Donc vous voyez que dans le décret, il n'est prévu nulle part que celui-là va intervenir. Mais vous voyez un monsieur venir défendre, ça veut dire que ces gars ont dit, ok, comme toi on dit tu es un acteur de la mafia, va te défendre là-bas, nous ne sommes plus là. Maintenant, vous avez constaté, on dit régulièrement, nous autres, que pour faire des problèmes, il faut avoir du temps et il faut aussi avoir de l'argent. Et les derniers rapports de plusieurs organisations, même le rapport étatique, montre justement que 80%, plus de 80% des litiges devant nos tribunaux sont liés à la terre. Liés à la terre. C'est-à-dire les doubles ventes de terrain, les doubles ventes de maisons, tout ce qui concerne la terre. Et des problèmes également, ces genres de problèmes, ces genres de litiges sont organisés justement pour engrainer la mafia. Il y a beaucoup d'argent qui circule dans les ventes de terrain. Il y a beaucoup de corruption. Donc c'est un système complètement organisé par le RDPC pour faciliter la corruption. Vous avez déjà vu un démarcheur ou alors un vendeur de terrain pauvre? Je ne sais pas. C'est justement parce que l'État organise cette double vente de terrain pour exproprier, pour engraisser la haute mafia. D'accord. C'est de ça que le RDPC vit depuis des années. Parce que si vous observez très bien, ceux qui sont dans cette affaire et qui pilotent cette affaire sont les membres des caciques du comité central RDPC. Alors, et ils ne vivent que de ça. Vous allez tout faire. Ces populations ne verront pas leur maison. D'accord. Alors, qu'est-ce que doivent faire les populations aujourd'hui? Continuer à attendre les décisions de la commission, les recommandations de la commission, ou alors elles doivent également s'activer sur d'autres leviers. Hier, sur votre plateau, j'ai entendu parler du lumpenisme. Et là, je suis en train de me rendre compte que... On avait dit que c'était Abel qui fait du lumpenisme. Non, c'était à tort. Mais je suis en train de me rendre compte qu'en face, j'ai un lupem radicaliste qui va comprendre. Donc, en réalité, ici, certaines populations de Dikolo doivent beaucoup souffrir d'entendre des gens comme Brice Diolako feindre la défense. On essaye de faire du cinéma là, les populations font ça. Non, Brice, ce n'est pas ce qui va ramener la paix. Nous savons que il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Et moi, pour ne pas retourner le couteau dans la plaie, je refuse de trop insister sur la question de la faute originelle. Je suis sûr que le travail qui est en train d'être fait sur le terrain, lorsqu'il aura abouti, va établir les responsabilités de sorte que ceux qui ont fauté, nous sommes dans un pays de droit, soient sévèrement sanctionnés. Maintenant, qu'est-ce que les populations de Dikolo doivent faire? Vraiment, la seule chose que nous pouvons leur prescrire pour le moment, c'est la patience. On ne peut pas... Sauf qu'elle dorme dehors. Bien sûr, et d'homme dehors, vous savez, la solidarité africaine, j'ai vu un reportage où on montrait qui chez un oncle, qui chez une tante, c'est vrai aussi que j'ai vu certains sur les vérandas, c'est malheureux, c'est triste. Voilà, c'est malheureux, c'est triste, mais que peut-on leur dire d'autre? On peut que prescrire la patience. Sincèrement, je suis très mal à l'aise sur ce dossier parce que j'essaye de faire un peu une projection. Je dis, bon, si c'était moi dans mon Bafia natal, ça se passerait comment? C'est-à-dire que je suis dans mon village et un beau matin, je vis à la Belle Étoile. Donc, c'est tellement compliqué que je ne veux pas insister. Je veux faire confiance à la commission qui a été mise en place. Et je suis certain que lorsque les travaux auront abouti, des décisions tomberont. Et je voudrais quand même m'étonner, hein, parce que le grand frère Abel Elimbi Lobé et Syriac étant membre de la commission, moi j'aurais aimé un peu, je leur aurais proposé qu'ils soient dans la réserve, parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de nous livrer en avance
un certain nombre d'informations et je me demande si ça ne pourra pas peut-être entaché. Voilà. D'accord. Cyriac, aujourd'hui, que doivent espérer les populations? Elles doivent continuer à espérer que le miracle viendrait, peut-être, du président de la République? Oui, c'est tout ce qu'il y a lieu de faire. Et puis, peut-être, avant de mieux répondre à votre question, il faut juste rassurer, M. Bama, qu'effectivement, nous avons cet esprit de réserve. Mais on essayait juste d'expliquer l'esprit de ces commissions, parce que justement, elles sont instituées à l'issue de quelque chose qui a... Il y a pas mal de Camerounais qui ne sont pas au courant qu'il y a ces sous-commissions qui ont été créées. Et puis aussi, il faut... Exactement. Et vous voyez, parfois, c'est le manque d'informations qui donne souvent des interprétations de toute nature. Donc, on essayait juste en fait, moi, à mon niveau, j'essayais juste d'expliquer l'esprit de la commission. Vous n'avez pas dévoilé l'essence des travaux. Sans entrer dans les travaux, parce que justement, le patrimoine immatériel. Donc, je voulais juste vous montrer que si on a mis cette commission-là, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été déclenchés. Et le patrimoine immatériel est protégé par l'UNESCO. Donc, vous pouvez donc comprendre pourquoi il fallait justement que j'explique ce cadre-là. Non, en termes d'espoir, oui, il faut le dire. Parce que si on a mis cette commission-là, c'est justement pour que tout ce qui n'a pas marché puisse être remonté et transmis justement à qui de droit, pour que des solutions plus objectives et puis mieux pour les populations soient appliquées. Donc moi je pense qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que justement un certain nombre d'informations remontent et nous osons croire que des bonnes décisions vont être prises. Mais maintenant, les populations sont à la belle étoile. Vous posez bien la question de savoir qu'est-ce qu'elles font actuellement, ou alors qu'est-ce qu'on fait pour ces populations. Moi, ce que je pourrais proposer, parce que là, c'est maintenant en tant qu'analyste politique également, en tant qu'acteur de la société civile, c'est qu'effectivement, qu'on puisse mettre sur pied une commission ou alors une équipe psychosociale pour les accompagner. Parce que vivre à la belle étoile, comme certains le vivent actuellement, c'est inhumain et c'est dégradant. Vivre serré dans les maisons du frère, bien de la tante, bien de la soeur, c'est dégradant, c'est inhumain. Et je pense donc qu'il est important de mettre sur pied. Donc il faudrait rajouter à ces trois sous-commissions une autre commission. Même si elle ne fait pas partie de la commission, mais je pense qu'on peut, un ministère, pourquoi pas le ministère des Affaires sociales, peut en urgence justement se déployer pour qu'une équipe, je ne parle pas de commission, mais une équipe d'accompagnement psychosocial accompagne. Et ça c'est facile à faire. Et ça c'est facile à faire. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans la dépression actuellement. Il y a des personnes qui sont dans une dépression qui ne s'explique pas. Et je pense que pour réconcilier les cœurs, il est important que ces personnes se sentent assistées, que ces personnes sentent que un tort a été causé. Et à côté, il y a des personnes qui travaillent pour que justice ou alors réparation soit faite. Mais en attendant justement que le travail de cette commission aboutisse, on veut voir quand même cette assistance autour de nous. Et je pense que ça sera important. Ce n'est pas trop demandé que d'accompagner ces personnes d'abord sur le plan psychosocial, en leur apportant tout le nécessaire de première nécessité dont ils ont besoin. Imaginez les filles, les femmes, comment elles font leur hygiène dans des milieux serrés. Donc il faut tenir compte de tout cela et je pense que c'est facile. Des ministères comme le ministère des Affaires sociales et bien d'autres ministères peuvent se mobiliser. On sort avec vous 3 minutes vraiment, 3 minutes chrono en main. Parce que 4 choses. Oui, 3 minutes chrono en main. L'indemnisation est préalable, vous l'avez dit, mais au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on doit aller vers l'indemnisation ou on doit aller vers la réparation carrément du préjudice? Alors, il y a des choses à ne pas mélanger. L'indemnisation concerne ceux qui sont expropriés. Si vous n'êtes pas exproprié, vous n'êtes pas à indemniser. Si vous prenez l'argent par quelque artifice que ce soit, vous êtes en détournement des deniers publics. D'accord. Il faut que les gens le sachent. Maintenant, ceux qui sont expropriés, c'est un titre foncier, 750. C'est lui qui a droit à l'indemnisation. Plus ceux qui étaient dans le domaine national. Les gens qui sont dans leur titre foncier, propriété privée, qu'on a cassé, ne relèvent pas du domaine de l'indemnisation. D'accord. Ils relèvent du domaine des atteintes à la propriété foncière et aux droits privés. Vous avez dit 4 choses. Première chose, Yves Abama. Les questions concernant l'expropriation ne sont pas secrètes. On vous dit, article 10 du décret et 11, en vue de leur participation à toutes les phases de l'enquête sur l'expropriation. Les populations concernées sont informées au moins 30 jours à l'avance du jour et de l'heure de l'enquête par convocation adressée chef notable, etc. Article 11.
l'enquête est menée dans toutes ses phases, en présence des propriétaires du fonds, et bien qu'ils supportent, le fonds supporte des biens, c'est de ça qu'il est question, ainsi que des notabilités du lieu et des populations. Ça n'a rien de secret. D'accord. Deuxième chose. Deuxième chose. Moi, je ne suis pas un fonctionnaire. Moi, je suis un homme politique. Les gens à qui vous voulez cacher l'information, c'est eux qui sont ma préoccupation. On n'a pas les mêmes. Vous voulez, je ne sais pas, plaire aux gens qui vous ont donné des ordres, qui ont mangé l'argent, qui se sont fait corrompre. D'accord. Moi, vous ne pouvez pas me donner un ordre de ne pas dire ce que la loi dit même de dire. Troisième chose. Troisième chose. Dans ce qui s'est passé à Dikolo est inédit. Ça n'a jamais eu lieu nulle part. C'est pour ça que Cyriaque a insisté sur le fait que nous devons faire attention. Les gens qui n'ont pas la maîtrise de la situation. Il y a un décret d'expropriation que personne ne conteste. Personne n'a dit n'exproprier pas le 750. Personne n'a dit ne donnez pas le terrain au ministère du Plan et de l'Aménagement du territoire, qui est en train de payer les indemnisations. Personne ne conteste ça. Et donc, sauf que le préfet, qui avait tous les moyens techniques à sa disposition pour savoir exactement où se trouve le 750 et ne frapper que le 750, pour savoir exactement le domaine national qui est autour du 750, auquel il faut ajouter le 750 pour atteindre 2 hectares, et n'enlever que ces gens-là. Il s'est mis à détruire les biens des gens qui ne sont... que le Premier ministre ne lui a pas dit de détruire. D'accord. Quatrième chose. Quatrième chose. Le ministre des Domaines a pris les terrains d'autrui qui ne sont pas expropriés. Les 12 titres fonciers que j'ai cités dans la commission et d'autres qui sont en train de sortir maintenant, qui arrivent. Dès qu'on va se réunir là, on va amener des nouveaux titres fonciers qui sont dans cette affaire. Le ministre des Domaines, qui depuis toujours, depuis la nuit des temps, est chargé de veiller à la réglementation. Et il n'y a personne au Cameroun qui a dit que si Moutomé a un titre foncier, Abama peut venir mettre le ciel au-dessus de celui de Moutomé. Paul Biya a dit dans le décret qui a organisé le titre foncier de 85 que si une telle situation se produit, on annule les 2 titres fonciers et on cherche à savoir le propriétaire légitime. Monsieur Eyebe Ayissi, on lui a donné 3 titres fonciers. Le 924, le 925 et le 926 que les fonctionnaires ont fabriqués ici. En posant ces titres fonciers sur les terrains d'autrui. Et Eyebe Ayissi a pris ces terrains d'autrui sans les exproprier, sans les transformer en propriété de l'État. Il les a mis dans un bail amphithéotique. C'est-à-dire que Moutomé est chez lui. On prend le terrain de Moutomé. On le met dans un bail que l'État du Cameroun est en train de faire avec, tu t'appelles Jolako. Et en même temps, l'État du Cameroun n'a pas exproprié Moutomé. Il s'en va voir l'État du Cameroun. Donne-moi le certificat de propriété. L'État lui donne le certificat de propriété. Il n'est pas exproprié. Il n'est pas dans la liste des personnes à indemniser. Il n'est nulle part. Donc, et je termine en disant aux gens qui sont derrière. Merci. Que vous allez, c'est sur mon corps que vous allez traverser. Merci beaucoup. Vous n'allez pas transformer les gens qui n'étaient pas expropriés par un quelconque subterfuge en personnes victimes des effets collatéraux. Voici la loi sur l'expropriation. Elle n'a pas prévu que quelqu'un peut être une victime collatérale. D'accord, merci. Ça n'existe pas. Merci beaucoup. On dit de prendre le 750. Quand vous avez vu que le 750 n'existe pas, merci. Il fallait dire au Premier ministre que monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. 750. Merci beaucoup, Abel Lindolobe. Alors, on va prendre quelques SMS, s'il vous plaît. L'affaire Dikolo est une mafia sauvage et pensée sauvage. Un vrai scandale d'État. Le silence du gouvernement, on dit long.
pas le moindre mot au-dessus, mais si c'est pour distraire avec Ekanga, le MINCOM est très bavard. Je n'attends rien de cette commission avec tous ces gens du RDPC dedans qui soutiennent le banditisme de ce régime. Il n'y a aucune justice dans ce pays, sinon des représentants de l'État n'auraient pas un tel courage. On entrera tous dans la boue. C'est ce que dit ce téléspectateur, notamment le cher Paul Youm de l'AFP. Bonsoir à vous, très belle émission. Le gouvernement reste l'unique responsable parce que seul l'État a la charge de mettre sur pied la stratégie globale et de faire respecter les règles. Lorsque certaines personnes détournent des délits publics et ne sont aucunement inquiétés, pourquoi ne pas miroiter l'Europe lorsque c'est là-bas que le contribuable est gardé par les membres du gouvernement? Parlant de Dicolo, Yves Michel n'a jamais changé de langage, quel que soit le sujet. Je pense qu'on vous dit M. Abama, je pense qu'il est programmé pour s'exprimer de la sorte. C'est Eric Dodza à Yaoundé qui nous a envoyé son message également. Autre réaction, Félix Ekwala depuis Bonham Sadi, votre message n'est pas arrivé. Bonsoir, le développement quel qu'il soit, est une conception, une vision de véritable leader. Au plan macro, la politique nationale est définie par le président de la République, article 5 de la Constitution. C'est lui qui impulse une vision de développement à travers des politiques d'incitation à l'entrepreneuriat. Néanmoins, le phénomène de développement ne saurait se limiter à la seule action des gouvernants. C'est l'affaire de tous et de chacun. Daniel Sopor de Yaoundé également qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission. Abel, on nous dit de vous dire qu'il y a également l'affaire de Japoma, comme celle de Dicolo, qui va certainement défrayer la chronique dans les tout prochains jours. À parfaite analyse d'Abel Elimilobé au sujet de la situation des migrants ou des migrants africains. Le représentant du RDPC parle des Africains qui doivent penser et consommer africain Qu'est-ce qu'on a fait du projet de Bernard Ndjonga qui voulait la production de la farine locale pour faire du pain localement? C'est une autre question qui nous a été posée dans le cadre de cette émission de Tout au clair. Bonsoir. Le problème de l'immigration est la cause des photos de rêve sur Facebook et de la malgouvernance de ce pays. C'est une autre réaction qui nous a été envoyée. Plusieurs autres réactions malheureusement continuent d'arriver, mais le temps imparti à ce programme est pratiquement arrivé à son terme. On ne pourra malheureusement pas continuer à lire les SMS, une flopée de SMS que nous continuons de recevoir sur nos différentes plateformes d'accès. Merci à tous ces Camerounais qui nous accompagnent le lundi, le mardi, le mercredi, 21h, 23h. Vous le savez, le programme c'est Tout au clair. Vous avez la possibilité également de nous envoyer vos contributions. Bonsoir. Non seulement les gens ne sont pas indemnisés, certains sont en train de s'enrichir sur les biens détruits. Jusqu'à ce jour, ils continuent à casser les fondations pour extraire le fer à béton et pour le vendre à qui le veut, les tôles et les antivols. C'est notre réaction qui nous a été envoyée. Bonsoir. Pourquoi le monsieur dont on parle que son titre foncier a été muté au profit de Dicolo ne vient pas sur le plateau de télévision, nous dit que me voici le propriétaire. Il a déjà fait sur une chaîne de télévision, il ne veut pas le faire dans les autres chaînes de télévision, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. La plupart des jeunes Africains pensent que le titre foncier a été muté au profit non, pourquoi est-ce que monsieur Chinois ne se présente pas dans les chaînes de télévision pour... Mais il est qui? Il n'a pas à se présenter, on ne le connaît pas. La plupart des jeunes Africains pensent que l'Eldorado se trouve en Europe, c'est la raison pour laquelle ils partent mourir dans le désert et les océans. C'est Roméo Tega qui nous envoie son message. Il y a plusieurs messages comme ça qui continuent d'arriver. Merci à tous ces Camerounais de l'intérieur ou de l'extérieur qui nous ont envoyé des messages. Il y en a qui nous ont envoyé des messages pratiquement, je pense à Dubaï également, qui nous félicitent des deux thématiques posées sur la table du débat ce soir. Merci à vous tous, messieurs et dames. Merci Abel Imbelobé. Merci. Tu peux me laisser me donner je n'ai même pas une seconde. Je n'ai même pas une seconde. Je demande au directeur général de laisser que je leur lise ça, c'est 2 lignes. Vraiment. Le conservateur, ça c'est certificat de propriété. Le conservateur foncier du Vouri a sous-signé, certifie que la parcelle de terrain urbain bâti 6 à Douala premier, quartier d'Aqua, au lieu dit Bari, d'une superficie de 826 mètres carrés. Objet du titre foncier numéro 752. Donc le 752 se trouve au quartier Aqua.
au lieu dit Bali. Voilà le type de fonctionnaire que nous avons. Merci beaucoup, Abel Imbilo. C'est-à-dire qu'on dit qu'un titre foncier se trouve au quartier Vogada. Au lieu de dire toi, Miki. Merci beaucoup, Abel Imbilo. Merci également à Georges Siriac Sabéam qui était avec nous et Yves Abama. On espère revenir sur cette affaire d'Icolo qui défraie la chronique, comme on l'a dit dans d'autres localités. Les affaires foncières continuent d'être au cœur des tourments. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus de nous avoir suivis. Prenons langue et rendez-vous ce mercredi 21h sur la même chaîne 308 sur Bekeganasat, 21h 23h. Bonsoir à toutes et à tous.